Joe Biden appelle tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le président américain s'exprimait depuis la COP27 en Égypte. Le revers est cinglant pour Moscou. Après le retrait des troupes russes de Kherson, les militaires ukrainiens ont été accueillis en héros dans cette ville clé du Sud. Les 234 migrants du navire humanitaire Ocean Viking ont débarqué à Toulon au terme d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Rome. Joe Biden s'est exprimé ce vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte à l'occasion de la COP27. Dans son discours, le président américain a présenté les avancées des États-Unis sur la question climatique et a appelé tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous investissons plus de 20 milliards de dollars pour réduire nos émissions de méthane, pour obturer les puits de pétrole abandonnés, éviter les fuites de méthane, améliorer les équipements industriels dans les secteurs du pétrole et du gaz pour réduire les émissions. Toutes ces mesures visent à réduire les émissions américaines de méthane de 87% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Joe Biden a également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi sous le feu des critiques au sujet d'un blogueur pro-démocratie emprisonné dans le pays et en danger de mort après 7 mois de grève de la faim. D'après la Maison-Blanche, son cas devait être évoqué entre les deux dirigeants. Le drapeau ukrainien flotte de nouveau sur Kherson. Après le retrait russe, des scènes de liesse sont parvenues de cette grande ville clé du sud du pays. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, scande la population qui rend hommage aux militaires ukrainiens. Le ministère ukrainien de la Défense a confirmé ce vendredi que ses forces étaient entrées dans la ville. De son côté, l'armée russe a indiqué que plus de 30 000 de ses soldats s'étaient repliés dans la région. Ce porte-parole du ministère russe de la Défense annonce avoir achevé le redéploiement de ses unités de la rive droite du fleuve Dniepr, où se trouve Kherson, vers la rive gauche, assurant n'avoir subi aucune perte ni abandonné de matériel militaire. Kherson était la seule capitale régionale à être tombée aux mains de Moscou lors de son offensive en mars. Kiev a salué une victoire importante. Pour Vladimir Poutine, le revers est cinglant. Après avoir été bloqué en Méditerranée, le navire humanitaire Ocean Viking a pu enfin accoster ce vendredi dans le port militaire de Toulon, dans le sud de la France. À son bord, 234 migrants secourus au large de la Libye, qui étaient depuis plusieurs jours dans l'attente de pouvoir débarquer en Europe. Après avoir essuyé le refus de Rome, le navire a fini par obtenir le feu vert de Paris. Mais les migrants ne sont pas pour autant entrés sur le sol français. Ils demeurent dans une zone d'attente. Chaque profil va être passé au peigne fin. Cette prise en charge s'effectue dans un cadre juridique précis qui est celui d'une zone d'attente. Le placement en zone d'attente s'applique à des personnes de nationalité étrangère qui entrent dans l'espace Schengen sans remplir les conditions légales pour y être autorisées. Les personnes qui sont prises en charge dans une zone d'attente ne sont donc pas autorisées à pénétrer sur le territoire national. Elles sont donc dans l'obligation de demeurer dans cette zone d'attente sous le contrôle des services de la police aux frontières. La France a dénoncé, je cite, le comportement inacceptable de l'Italie qui avait refusé d'accueillir les rescapés de l'Ocean Viking. Ce vendredi, la première ministre Giorgia Meloni a à son tour dénoncé une réaction française agressive, injustifiée et incompréhensible, rappelant chiffre à l'appui que Rome est seule face à la crise migratoire. Près de 90 000 personnes ont débarqué en Italie depuis le début de l'année. L'accord européen prévoit qu'environ 8 000 personnes soient relocalisées, soit moins de 10%. Savez-vous combien de personnes ont été relocalisées jusqu'à présent? 117 et seulement 38 en France. Parmi les 234 migrants de l'Ocean Viking figure une cinquantaine d'enfants. 4 personnes ont été évacuées vers la Corse pour raisons médicales. Les 2 tiers des rescapés éligibles à une demande d'asile seront relocalisés hors de France dans plusieurs pays européens. En Belgique, l'homme qui a poignardé à mort un policier jeudi soir à Bruxelles était fiché par les services antiterroristes. Selon le parquet fédéral belge en charge de l'enquête, le suspect a crié Allah Akbar au moment des faits. Il s'est attaqué à 2 policiers dans leur voiture. L'un d'eux, touché à la gorge, n'a pas survécu. L'autre a été blessé au bras et est hors de danger. L'assaillant, lui, a été blessé par balle après l'intervention d'une patrouille de police. Il est actuellement hospitalisé.
L'attaque s'est déroulée dans le quartier de la Gare du Nord, sur la commune bruxelloise de Schaerbeek. Selon le procureur de Bruxelles, l'homme s'était présenté avant l'attaque dans un commissariat en tenant des propos incohérents. Il a alors été conduit aux urgences psychiatriques où il devait être placé en observation, mais le suspect a quitté les lieux. L'enquête devra notamment se pencher sur les éventuels antécédents psychiatriques du suspect. Depuis 2016, année des attentats djihadistes de Bruxelles, la Belgique a été le théâtre de plusieurs agressions contre des policiers ou des militaires. À Paris, Emmanuel Macron a présidé ce vendredi la cérémonie de commémoration du 104e anniversaire de l'armistice qui scella la victoire de la France et de ses alliés sur l'Allemagne, même si l'arrêt des combats acté le 11 novembre 1918 ne fut que temporaire. Il fallut attendre le traité de Versailles 7 mois plus tard pour que cesse officiellement la Première Guerre mondiale. Comme le veut la tradition, le président français a rendu hommage aux morts en ravivant la flamme du soldat inconnu sur les Champs-Élysées. Selon les estimations, la Première Guerre mondiale a fait en tout plus de 9 millions de morts et disparus. La France a payé un lourd tribut, comme le Royaume-Uni qui commémore également l'armistice. À 11h précises, l'heure de la signature de l'arrêt des combats en 1918, le pays a observé 2 minutes de silence en hommage aux disparus et les cloches de Big Ben ont sonné à 11 reprises après 5 ans de rénovation. Ces commémorations prennent cette année un sens tout particulier, alors que la guerre est revenue en Europe il y a 8 mois, quand les troupes de Vladimir Poutine ont envahi l'Ukraine. En Iran, la répression et les menaces ne les découragent pas. Nouvelle manifestation ce vendredi dans la ville de Rach, dans le sud-est du pays. Les protestations ont éclaté il y a 2 mois après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée pour avoir enfreint les règles vestimentaires strictes imposées aux femmes. Selon les ONG, plus de 300 personnes ont été tuées depuis le début de la répression. Accroître le soutien de l'Union européenne à la Moldavie et assurer sa sécurité énergétique, ce sont les engagements de Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, à la présidente moldave Maia Sandu. Le pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine est en proie à une grave crise énergétique causée par une réduction de 50% de l'approvisionnement en gaz de la Russie et par les dommages causés aux infrastructures électriques de l'Ukraine. L'Allemagne décide de retarder sa sortie du nucléaire. Le Bundestag a approuvé la poursuite temporaire de l'exploitation des 3 dernières centrales allemandes. Objectif, sécuriser l'approvisionnement en électricité du pays. 375 députés ont voté pour, 216 contre, 70 se sont abstenus. Les centrales resteront en service jusqu'à la mi-avril. Elles auraient dû être arrêtées à la fin de l'année. Les mois à venir seront difficiles, a prévenu le commissaire européen à l'économie. Bruxelles a revu à la baisse la progression du PIB pour les pays de l'eurozone. Dès la fin de l'année, l'Europe va entrer en récession et subir une inflation plus forte que prévu en raison de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Le potentiel de perturbation économique supplémentaire dû à la guerre menée par la Russie est loin d'être épuisé, a dit Paolo Gentiloni. La plus grande menace vient de l'évolution défavorable du marché du gaz et du risque de pénurie, spécialement non pas cet hiver mais l'hiver prochain. L'Allemagne est la première économie de la zone euro, mais aussi l'une des plus dépendantes au gaz russe. Elle devrait enregistrer l'an prochain la plus faible performance, avec un recul de 0,6% de son PIB. Par ailleurs, le pic de l'inflation devrait lui être atteint d'ici la fin de l'année. L'île espagnole de Lanzarote aux Canaries est un terrain propice à la formation des astronautes en vue de futures missions spatiales vers la Lune ou Mars. Des équipes de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, participent à un programme d'entraînement. Objectif, arpenter des terrains aux caractéristiques similaires que celles de la Lune et savoir identifier et recueillir des échantillons cruciaux qui pourraient nous aider à en savoir davantage sur les origines de l'univers et la présence de vie sur d'autres planètes. À ce titre, Lanzarote est un véritable laboratoire en plein air qui permet de découvrir les interactions géologiques entre l'activité volcanique et l'eau, 2 facteurs clés dans la recherche de la vie. D'autres sites en Europe, comme le canyon de Blätterbach en Italie, le cratère de Ris en Allemagne ou un fjord norvégien sont également utilisés comme terrain d'entraînement.
Un astronaute de l'Agence spatiale européenne pourrait faire partie de la prochaine mission lunaire de la NASA prévue pour 2025.